Et après ce documentaire passionnant, nous retrouvons nos invités sur le plateau de Public Sénat. Jean-Michel Rodrigo, le réalisateur de ce film. Bonjour et merci d'être avec nous. Catherine Tasca, vice-présidente du Sénat et sénatrice PS des Yvelines. Valérie Becquet, maître de conférences en sociologie à l'université de Cergy-Pontoise et spécialisée dans la citoyenneté juvénile. Je ne connaissais pas encore le terme, mais c'est très joli. Et puis Emmanuel Zemmour, le tout nouveau président de l'UNEF. Vous avez été élu le 9 avril dernier, donc c'est tout frais. Merci à vous tous, en tout cas, d'être sur notre plateau. Un mot d'abord du réalisateur du documentaire, Jean-Michel Rodrigo. Pourquoi était-ce si important pour vous de réaliser un film sur l'histoire de l'UNEF? Je crois que ça n'a pas été chose facile. Non, ça a pris, on va dire, quasiment 10 ans. Au point de départ, c'est une rencontre avec le co-auteur de ce film, Georges Terrier, qui avait été à l'UNEF quelques années après moi. On avait été tous les deux donc militants de l'UNEF, et y compris, je crois, tous les deux au Bureau national. Ouais. Et que, voilà, c'est une histoire qui nous semblait importante dans sa continuité, puisque, disons que le constat qu'on faisait, c'est que, d'une certaine manière, quasiment toutes les décennies, il y avait une irruption massive de la jeunesse dans ce pays qui modifiait les équilibres politiques et qui éventuellement bouleversait dans un certain nombre de domaines la société elle-même. Et on s'était dit que comme les chaînes de télévision cherchaient des sujets qui parlent à la jeunesse, on s'était dit que c'était un des sujets excellents. En plus, on était très contents parce que ça n'avait jamais été traité. Et en fait, ça n'intéressait personne. Et en fait, sauf Public Sénat, bien sûr. Sauf Public Sénat. Ça n'intéressait personne. On s'en demandait si c'était pas parce que c'était extrêmement compliqué à traiter. Voilà. Alors c'est intéressant de savoir ce que des jeunes d'aujourd'hui pensent de votre documentaire. On va le demander à Emmanuel Zemmour tout à l'heure, mais vous l'avez projeté, je crois, à des jeunes. Comment ils ont réagi face à cette historique de l'UNEF? Alors moi j'ai fait exprès, enfin je fais systématiquement de présenter un film avant, y compris même de le montrer aux gens de la chaîne avec qui je travaille. Donc là, j'ai exprès de prendre des personnes lambda, entre guillemets. Donc j'ai pris 3-5 jeunes, en fait, en 2 fois, qui avaient participé d'ailleurs au dernier mouvement de grève, etc. Pour la réforme des retraites, pour la réforme des retraites, notamment. Et qui sont plutôt, désolé, mais qui ne sont pas vraiment ni UNEF, ni syndicalistes. Au contraire, c'est intéressant. Voilà, je l'avais fait exprès. Et qui trouvaient même plutôt que l'UNEF, c'était un peu trop cravate et futur attaché parlementaire. Ça, c'est pour vous, Emmanuel. Je dis ça, c'est exprès, je dis ça, parce qu'à la fin du documentaire, le regard était différent. Ils étaient, en fait, ils n'imaginaient pas une fraction de seconde la richesse de cette histoire et la continuité avec quand même ce renouvellement permanent des générations. C'est comme ça qui fait la spécificité de l'UNEF par rapport à un syndicat lambda. Et cette remise en cause permanente interne. Voilà. Alors justement, Emmanuel Zemmour, vous qui venez de prendre les commandes de l'UNEF, est-ce que vous vous y retrouvez dans ce documentaire? D'abord, est-ce que vous saviez tout sur l'historique de l'UNEF? Est-ce que vous avez le sentiment vraiment d'être dans la continuité de cette histoire? Alors, je savais beaucoup de choses sur le documentaire. Je trouve que déjà, il est assez fidèle, en tout cas, à ce que moi, dans ce que j'ai pu hériter de mémoire collective, en tout cas de l'UNEF, à ce que j'ai pu apprendre sur les différentes étapes qu'ont traversé les étudiants de l'UNEF et les étudiants dans leur ensemble depuis la libération, en fait. Et il y a évidemment quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est l'évolution de l'UNEF, les étapes qu'elle a pu franchir, les différentes facettes qu'elle a pu avoir, et avec une leçon que j'en tire maintenant à la vue du documentaire. Simplement que l'UNEF, elle est à l'image de son milieu. C'est-à-dire que l'UNEF, elle a évolué avec le milieu étudiant. On le voit très bien depuis... Un questionnement permanent, quoi. Exactement. L'UNEF, l'organisation en tant que telle, ce qui se passe dans l'UNEF, c'est toujours en parallèle avec ce qui se passe dans le milieu étudiant. Et je pense que c'est un lien qui fait que on ne peut pas, je ne sais pas si on peut parler de continuité en tant que telle, mais en tout cas, cette continuité-là, elle existe d'une UNEF qui colle à ce qui se passe dans le milieu étudiant. On vous connaît encore peu. Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé dans le syndicalisme étudiant? Ça vient de loin ou pas? Vaste question. Mon engagement, moi, il a été longtemps mûri, pour tout vous dire. L'engagement en tant que tel, c'est-à-dire la volonté de participer à la vie publique, elle a été nourrie depuis... Pas l'école primaire, quand même. Non, mais l'adolescence, la volonté d'être écouté, je pense qu'il y avait beaucoup ça. Il y a eu évidemment un déclic à un moment donné. Moi, c'est le traité constitutionnel européen où on nous expliquait, alors qu'on avait envie de s'intéresser un peu aux choses, de pouvoir débattre des grands sujets de société, et bien on nous expliquait que non, les jeunes, vous n'avez pas trop votre mot à dire, on n'écoute pas trop ce qui se passe dans votre tête, et puis de toute façon, tout ça, c'est pas décidé par vous, c'est décidé par d'autres enjeux qui sont beaucoup plus loin que vous et que vous pouvez même pas comprendre. Et ça m'a beaucoup agacé. C'est ça qui a nourri en tant que tel ma volonté d'agir, de faire des choses. Et puis après, il y a eu la rencontre avec l'UNEF pendant le CPE, le mouvement du CPE.
on peut pas avoir de plus belles rencontres avec l'engagement collectif que, en tout cas pour ma génération, qu'avec le CPE. C'est là que tout a commencé. On va beaucoup parler de la place de la jeunesse dans toute l'année électorale qui va se produire, parce que ça va être très intéressant de voir quelle place peuvent avoir les jeunes. Catherine Tasca, vous n'avez pas fait partie de l'UNEF, je crois. Vous étiez à Sciences Po, mais il y avait peu de syndiqués étudiants. Oui, j'étais dans un milieu d'études très protégé, en Hippocagne d'abord, ensuite à Sciences Po et pourtant, à l'ENA. Et pourtant, c'est à cette époque-là que votre conscience politique s'est réveillée. Tout à fait. Mais pour moi, le premier fait historique, c'est 58. Où là, vraiment, tout le débat autour du retour du général de Gaulle sur fond de guerre d'Algérie, pour moi, c'est ça qui a été tout à fait déterminant dans mon engagement à gauche, comme il l'a été d'ailleurs pour l'UNEF, puisque c'est sur la question algérienne qu'un certain nombre de débats et même de conflits sont nés au sein de l'UNEF. Et puis après, j'ai continué sans être en effet au sein de l'UNEF. Je pense, et le documentaire rend très bien compte de ça, que chaque génération, en fonction de son environnement, de l'histoire, des événements, se trouve les points d'entrée dans l'engagement. Et bon, vous, c'était l'Algérie. Oui. Manifestement, Emmanuel, le CPE, à chaque fois, il y a des points d'engagement. Des points d'entrée dans l'engagement. Des points d'entrée dans l'engagement collectif. Au fond, c'est ça qui est le fil conducteur de toute l'histoire de l'UNEF, mais aussi d'autres syndicalismes. C'est le choix de ne pas rester tout seul dans son coin avec ses convictions, mais d'être avec les autres. Alors Valérie Becquet, vous qui avez le regard de la sociologue, en quoi l'UNEF a-t-elle une utilité aujourd'hui, alors qu'on voit très franchement qu'a priori les jeunes ont de moins en moins tendance à s'engager dans les mouvements syndicaux, dans les mouvements politiques? Ah. Écoutez, en fait, l'UNEF, elle continue son travail de représentation étudiante, on va dire, à travers les institutions, les conseils, donc apporter un certain nombre de revendications liées au mouvement étudiant. Après, la question du lien et de la représentativité de l'UNEF, elle peut se poser au regard du nombre de ses adhérents et au regard, du nombre de ses adhérents principalement, mais c'est une organisation qui semble encore avoir une capacité à mobiliser lorsqu'il y a des revendications importantes. Elle est concurrencée par d'autres organisations. Au début des années 90, la FAGE est venue bousculer un peu le monde étudiant. Il y a eu la Confédération étudiante qui s'est créée, Sud étudiant s'est créé en 95. Donc elle a été aussi concurrencée dans son monopole de la représentation étudiante. Mais effectivement, elle est un peu comme les syndicats professionnels, même si les étudiants ne sont pas, ont un statut différent. Oui. Mais voilà, elle joue ce rôle-là. Est-ce que vous diriez que le phare brille beaucoup moins qu'avant, objectivement? Objectivement, oui. Mais c'est le cas des syndicats en général. C'est-à-dire que l'UNEF est une organisation historique. Elle sera présente chaque année à la rentrée dans les universités avec son discours et sa capacité de mobilisation. Mais en termes d'inscription dans le quotidien des étudiants, elle est peut-être moins présente et il se tourne vers d'autres types d'organisations indéniablement. Emmanuel Zemmour, Jean-Michel Rodrigo. Ouais, justement, je pense pas complètement comme ça, et c'est même ce qui m'a étonné dans le travail de ce documentaire. Il y avait quand même toute une partie de l'histoire de l'UNEF que je ne connaissais pas. Pratiquement jamais l'UNEF n'est à l'avant-garde du milieu étudiant, pratiquement jamais, et en même temps c'est une organisation qui arrive qui surfe sur les mouvements, qui relaie les mouvements, qui les amplifie, qui s'en fait l'écho pratiquement toujours. Et la fois où je pensais que l'UNEF avait été extrêmement en retrait, qui était 68. C'est pas vrai non plus. L'UNEF est en 68 très présente. Et je crois que dans les discours, dans les médias qui sont tenus, quand on voit les archives, la continuité des archives sur 60 ans, à chaque fois on dit que la jeunesse se fout de la politique et que l'UNEF est en retrait. Et en général, ça annonce le fait que la jeunesse va descendre dans la rue et que l'UNEF va jouer un rôle important. Donc c'est pas mal qu'on se dise ça, mais voilà, je trouve qu'il y a une constante là-dessus, dans le discours.
systématiquement le... Emmanuel Zemmour. Non, juste deux choses sur là-dessus, sur le phare qui brille toujours ou brille pas toujours. Faut quand même pas oublier que c'est le CPE, le mouvement contre le CPE, qui a été initié par l'UNEF, c'est-à-dire que contrat première embauche, qui a été pour le coup initié par l'UNEF. Il n'y a pas de question. Non, mais quand on dit surf. brille un peu moins, c'est peut-être que tout simplement il y a moins d'étudiants qui viennent vers vous. Justement, au-delà de ça, je pense que la capacité de mobilisation du milieu étudiant est toujours intacte, elle existe toujours. On l'a vu avec le CPE qui était quand même un moment historique. Mais on a l'impression qu'elle existe pour descendre dans la rue, mais pas forcément pour faire du militantisme au quotidien. Mais l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est aussi le rôle syndical d'être capable de pouvoir aller protester dans la rue quand il y en a besoin et quand les étudiants ont quelque chose à exprimer, mais aussi à remplir une tâche évidemment quotidienne syndicale qui existe toujours aujourd'hui sur les campus. Sur les campus, quelque chose qui est très peu su et qui gagnerait à être un peu plus su justement, mais les permanences syndicales par exemple, c'est quelque chose de très coutumier, c'est quelque chose qui existe au quotidien. Un étudiant qui rencontre un problème avec un prof ou avec un examen ou un problème quel qu'il soit, il peut aujourd'hui aller s'adresser au local syndical de l'UNEF sur l'ensemble des campus de toute la France, et donc il y a quand même un travail quotidien qui est fait sur ces questions. On va aller vers la manière justement dont l'UNEF sera ou pas présente dans la campagne pour l'élection présidentielle, et on va justement voir à quel point l'UNEF a pu être déterminante dans l'engagement politique de leaders qu'on a retrouvé ensuite sur la scène politique. Je vous propose de réécouter un extrait du documentaire. C'est Bruno Julliard qui parle du déclic qui s'est produit à ce moment-là dans sa vie. On l'écoute. C'est tellement important parce que c'est le moment d'émancipation, c'est le moment où on devient finalement un adulte à tous les niveaux de sa vie, notamment d'un point de vue intellectuel, de conscience politique, du rôle qu'on veut jouer dans la société, du sens même qu'on veut donner à sa vie. Il y a tellement de choses qui se jouent dans cette période-là de la vie. Et avoir la chance de passer par le syndicalisme étudiant, de passer par l'UNEF, bon, en tout cas, je considère ça comme une chance incroyable. Et j'ai eu la chance d'être président de l'UNEF assez jeune, parce que j'avais 24 ans. Il y a eu le CPE tout de suite, donc j'étais très jeune, j'étais pas du tout préparé à ça. Et là, finalement, on n'a pas trop le choix. Il faut faire le boulot, il faut faire le job, parce que derrière, il y a un syndicat tout entier qui attend qu'on le fasse bien, qu'on soit un bon porte-parole, qu'on mène des bonnes négociations, qu'on fasse les bons choix, y compris parfois dans des situations très difficiles. Donc c'est des nuits blanches interminables, c'est un stress incroyable, en tout cas pendant le CPE. A posteriori, j'en garde à mon souvenir, c'était pas le cas pendant les mobilisations, c'était très difficile. Voilà, et Axel Nicolas nous a rejoint sur ce plateau. Pour vous, le déclic de l'engagement, bonjour, s'est produit vraiment beaucoup plus tôt puisque vous avez 16 ans. Oui, j'ai que 16 ans et j'ai eu un parcours assez atypique parce que je suis arrivé, il n'y avait pas de mouvement, c'est que je suis arrivé tout seul à l'Union nationale lycéenne et que j'ai toqué à la porte et on m'y a accueilli. Donc moi je suis arrivé là évidemment pour changer les choses et pas spécialement lors d'un mouvement comme ça peut être le cas. Alors vous êtes déjà trésorier de l'UNEL, l'Union nationale des lycéens. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous engager? On vous demande ça comme si vous aviez 40 ans alors que vous en avez 16, mais à quel âge ça vous a pris? Dès tout petit, moi j'ai souvenir de papa et maman qui lâchent leur fourchette en voyant Jean-Marie Le Pen arriver au second tour en 2002. J'ai souvenir aussi, on en parlait de la Constitution européenne et le déclic il est arrivé il n'y a pas longtemps et si je suis là aujourd'hui c'est parce que je sais que à 16 ans ou à 15 ans ou à 17 ans je ne suis pas le seul à vouloir changer les choses et je sais qu'il y en a d'autres et que je souhaite donc m'engager avec d'autres pour changer le lycée. Mais ça veut dire que, par exemple, vous vous intéressez à l'histoire de l'UNEF, à tout ce qui a pu marquer l'histoire de la mobilisation étudiante? Évidemment, on s'intéresse beaucoup à ce qu'ont fait les autres, à ce qui s'est passé dans l'histoire du mouvement étudiant, à comment les autres ont pu peut-être à leur manière changer les choses, à faire entendre leurs revendications. Donc forcément, oui, je m'intéresse à l'histoire du mouvement étudiant. Vous serez peut-être à l'UNEF dans quelques années. Emmanuel Zemmour, vous qui voyez arriver les nouveaux adhérents, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ils franchissent la porte du syndicat et qu'ils viennent vous voir? Bonne question. Non, c'est... Évidemment, il y a beaucoup de choses, mais comme pour le coup tous les syndicats, un étudiant qui arrive à l'université, souvent en première année en général, il est perdu. C'est là aussi. Non, mais ça c'est pour j'allais dire des choses pratiques. Mais idéologiquement, qu'est-ce qui fait? Ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est-à-dire que Valérie Becquet dit oui. En fait, non, mais il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire que
Je pense que c'est important de ne pas déconnecter le fait d'avoir besoin de ne pas se sentir seul face à ces problèmes quand on est à l'université, qui est un monde nouveau, et le fait de vouloir aussi transformer les choses, pouvoir convaincre d'autres gens, se faire une conviction, débattre. Je pense que les deux sont intimement liés, et c'est quelque chose d'important parce que lorsqu'on arrive à l'université, par exemple, ou lorsqu'on est confronté à un problème à l'université, on ne sait pas forcément très bien comment s'en sortir. On se rend compte qu'il y a des injustices dans l'université, il y a des choses qui ne vont pas, auxquelles on est directement confronté, et que la meilleure façon de pouvoir lutter contre ces injustices, c'est juste de se mettre avec tous ceux qui considèrent qu'il y a des problèmes et de faire avancer les choses. Et c'est comme ça que naît aussi une conviction étudiante, que naît une conviction presque politique, et c'est le passage de la défense des intérêts individuels aussi, des intérêts matériels, à la défense d'un mouvement collectif qui fait aussi l'adhésion à l'UNEF, à mon avis. Mais est-ce que là, par exemple, alors qu'on est en train d'entrer dans une campagne électorale pour l'élection présidentielle, c'est dans un an quasiment jour pour jour, vous sentez arriver des étudiants qui vous disent on a envie d'exister, nous, dans cette campagne électorale, on a envie de faire entendre la voix des étudiants? Eh bien, c'est pas seulement depuis le début de la campagne électorale que les étudiants ont envie de se faire entendre. Il y en a plus, il y en a eu beaucoup. Il y a une vraie prise de conscience qui s'est faite aussi il y a quelques mois, il y a 6 mois, pendant le mouvement contre la réforme des retraites, où les étudiants et les jeunes étaient très concernés par ce qui se disait. Et donc oui, il y a une volonté aujourd'hui d'être entendu. De là à dire qu'on donnera, que les étudiants attendent patiemment et en donnant presque un blanc-seing au premier qui parlera doux à leurs oreilles, de là à dire ça, je pense qu'il y a un grand pas, puisque les problèmes des étudiants et des jeunes, c'est quand même des problèmes qu'on connaît depuis très longtemps, qui sont connus depuis très longtemps. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Oui, il n'y a pas beaucoup de propositions. Et il y a une volonté maintenant d'avoir des réponses et seulement des réponses. Catherine Tasca, ça vous ravit, j'imagine, de voir qu'à un an de la présidentielle, il y a des jeunes, des étudiants qui veulent absolument peser lourd dans cette campagne électorale. Oui, mais je voudrais dire que je ne rattache pas ça uniquement aux échéances électorales qui sont devant nous. Ce qui me frappe, et c'était vrai dans chaque génération, c'est qu'il y a un passage dans la vie des adolescents et du début de la vie adulte qui est le désir de faire. Au fond, si on regarde le déroulement de l'enfance pendant assez longtemps, on n'est pas tout à fait sujet, on est dirigé, canalisé, etc. En apprentissage. Et dans le monde étudiant, et même ça commence au lycée, je pense qu'il y a la découverte de la capacité de faire, et de faire justement en appartenant à un collectif. Et je dirais que même si nous n'avions pas devant nous l'échéance de 2012, je suis sûre que cette génération trouverait ces thèmes d'action, ces thèmes d'engagement, parce que c'est vraiment une mutation importante dans le déroulement de la vie, de devenir sujet et de pouvoir agir, alors pour transformer le monde, pour changer telle ou telle chose. Ça, à mes yeux, c'est une constante de la jeunesse, et même si la toile de fond historique n'est pas la même dans les années 60, dans les années 80 et aujourd'hui, il y a vraiment cette énergie vitale. Et on l'a vu se manifester, finalement, chaque fois qu'il y a eu un enjeu très très fort. Valérie Becquet, justement, Catherine Tasca, à l'instant, parlait de cette énergie vitale, cette volonté de changer le monde. Pour autant, on a l'impression que aujourd'hui, les jeunes de 18 à 25 ans s'engagent moins en politique que dans les années 60, 70 ou 80. Est-ce qu'on a raison de penser ça ou tort? On a l'impression qu'ils prennent leur distance avec les syndicats, avec les institutions. Il y a deux éléments. D'une part, ils ne sont pas moins intéressés par la chose publique, par la question politique. Néanmoins, ils sont beaucoup plus méfiants à l'égard des organisations politiques et syndicales, ce qui soulève des problèmes pour la pérennité de ces organisations. Pourquoi le sentiment? Alors, pour la simple et bonne raison qu'ils ont une image négative de leur fonctionnement. Ils considèrent ces organisations comme étant non démocratiques, qui manquent de transparence dans leur fonctionnement, avec des logiques de couloir, de compromis, etc. Et puis parfois, le sentiment qu'elles brassent, c'est changer le monde. Or, on voit aujourd'hui que le militantisme est très orienté vers des causes extrêmement identiques
identifiée, c'est-à-dire précise. Il n'y a pas tant une volonté d'avoir des... on n'est pas à la recherche du grand soir, mais plutôt... C'est trop étroit, voilà. Quoi, hein. Et donc ça fait pas rêver les jeunes. C'est pas que ça fait pas rêver, c'est qu'ils ont un pragmatisme qui fait que c'est comme si on prenait cause par cause, c'est-à-dire chaque chose en son temps, ou les unes après les autres. Et ce que disait Catherine Tasca au sujet de la volonté d'agir, elle est réelle quand on interroge les jeunes sur les raisons qui les conduisent aujourd'hui à s'engager. L'item qui leur parle le plus, c'est se sentir utile. Donc c'est pas changer le monde, c'est se sentir utile. Donc ce qui est une perspective très différente des associations que vers des syndicats étudiants, par exemple. Dans les taux d'adhésion, statistiquement parlant, dans les taux d'adhésion, oui, les organisations associatives remportent un peu, sont un peu gagnantes dans cette histoire. Les syndicats, ça dépend desquels, parce que ça dépend si les jeunes travaillent ou pas. Effectivement, un syndicat dans une université peut effectivement avoir une activité très concrète qui peut attirer aussi les personnes. C'est ce que vous avez expliqué. Puis elles ont des fonctions d'intégration aussi. Dans un lycée, c'est exactement pareil. Quand on veut intervenir dans son lycée, on peut aussi passer par là. Néanmoins, on voit que les associations qui sont très spécialisées, avec une action très segmentée, attirent les jeunes générations parce qu'elles ont le sentiment qu'ils vont faire quelque chose de concret. Catherine Tasca, Emmanuel Zemmour. Non, je voudrais dire que cette méfiance des jeunes à l'égard des organisations, ça n'est rien d'autre que la méfiance qui imprègne toute la société aujourd'hui à l'égard des organisations. Ils ne sont pas différents. Non. C'est-à-dire que le mouvement qu'on peut qualifier de dépolitisation, de défiance à l'égard des engagements politiques, etc., ça touche toutes les générations, y compris en effet les jeunes, parce qu'ils sont de leur temps, mais ils trouvent, ça j'en suis sûre, ils trouvent leur point d'entrée. Alors il y a en effet le monde associatif. On voit par exemple tout ce qui touche à l'humanitaire. Oui, c'est clair. L'engagement internationaliste des années 60, qui était très très fort, souvent rejoint aujourd'hui l'engagement humanitaire, l'action éducative. Emmanuel Zemmour, est-ce que ce sont justement des associations qui vous font de l'ombre, qui vous font peur ou avec lesquelles vous avez envie de travailler ? Oui, de toute façon, l'UNEF est en lien avec énormément d'associations avec lesquelles on peut travailler. C'est pas là qu'est la question. Moi, j'ai juste deux petites nuances à faire. Une, d'abord, pour prolonger ce que vous disiez sur le fait qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de la société, personne n'est à l'abri d'une sorte de désenchantement. C'est-à-dire que, évidemment, que aujourd'hui, on le voit, les syndicats de salariés eux-mêmes connaissent aussi des difficultés en termes de nombre de recrutements, etc., et des difficultés qui, en ce qui concerne l'UNEF en tout cas, commence à se résorber de plus en plus. On l'a vu avec le mouvement sur la réforme des retraites. Et une deuxième chose, s'il peut y avoir quelque chose de spécifique par contre à ma génération, c'est-à-dire aux jeunes de ma génération, c'est que moi je suis 87 par exemple, je suis né... Vous avez 23 ans. J'ai 23 ans, ouais. Je suis né à peu près au moment où le mur de Berlin est tombé. Et ma génération à moi, c'est la génération à qui on a expliqué qu'il y avait une fin de l'histoire. C'est-à-dire que maintenant, il n'était plus question de discuter les règles du jeu, plus question d'être subversif, plus question de repenser le monde, d'agir sur quelque chose, puisque les dés étaient jetés. Maintenant, c'est le libéralisme qui avait gagné. On est dans un monde qui fonctionnera comme ça. Alors peu importe où sont les points de décision, quoi qu'il arrive, ça va rouler de cette façon-là. Et aujourd'hui, moi, ce qui me rend un petit peu optimiste, ou la lumière du phare dont vous parliez tout à l'heure, c'est évidemment le fait que depuis quelque temps, on sent que ces lignes-là, elles ont bougé, autant avec le traité constitutionnel européen que, alors il y a une autre échelle, par exemple au niveau international, avec la crise évidemment, qui a démontré, s'il le fallait, l'échec de politiques qui nous paraissaient acquises ou pas acquises, mais qui semblaient couler de source depuis qu'on est né sur les bancs de l'école, on nous présentait ça comme une évidence. Et au-delà de ça, sur l'échiquier international aussi, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui dans les révolutions de jeunesse au Maghreb et au Moyen-Orient, évidemment que c'est aussi une lueur d'espoir qui nous explique non pas que les situations sont comparables, mais par contre qu'il n'y a pas de mythe, que les choses ne sont pas figées. Le mythe du choc des civilisations, c'est quelque chose qu'on nous vend, nous, depuis 2001. J'étais quand même assez jeune en 2001. Et le fait que ce mythe-là s'écroule, ou en tout cas s'effrite, c'est aussi une lueur d'espoir qui nous fait dire à nous que non, les règles du jeu peuvent bouger et on a encore notre mot à dire sur la façon dont on va se construire la société dans laquelle on va continuer à vivre, nous, pendant plus longtemps que les autres. C'est aussi ce que vous pensez, Axel Nicolas, vous qui avez 16 ans à peine.
que les lignes sont en train de bouger et que les choses Les peuvent lignes bouger. sont en train de bouger. C'est vrai qu'on le disait, les gens s'investissent beaucoup pour les choses du quotidien. Moi, je pensais au rythme scolaire, c'est que, tiens, je suis fatigué, il y a un problème, et que forcément, vers un syndicat, et que tout le monde veut changer les rythmes scolaires, et que petit à petit, on change les lycées brique par brique, et qu'on va y arriver. Et c'est vrai qu'il y a une lueur d'espoir, puisque les lycéens ont senti qu'avec les révolutions au Maghreb, en Algérie aussi, où quand ça commence à bouger, on peut changer les choses, et ça donne une lueur d'espoir, et on revient encore à cet internationalisme qui est encore assez présent. Il y a cette humanitaire et cette envie de bouger les choses. Alors, on va revenir sur l'UNEF. Il faut être honnête, c'est surtout un réservoir de la gauche, surtout du Parti socialiste. Quand on voit tous les socialistes, les leaders socialistes d'aujourd'hui, beaucoup ont fait leur classe à l'UNEF. Je vous propose tout de même d'écouter un nouvel extrait du documentaire. C'est Étienne Moujotte qui parle de sa position un peu particulière à l'époque au bureau de l'UNEF. On l'écoute. Moi, je suis un des rares membres du bureau national de l'UNEF qui n'est pas membre du PSU. Ma situation n'est pas facile. Je ne me revendique d'aucun parti politique. Je suis vraiment apolitique. Et on dit souvent, être apolitique, c'est déjà commencer à être un peu de droite. Même si j'ai trouvé à l'intérieur du bureau de l'UNEF un fonctionnement qui était non sectaire. On ne m'en a jamais voulu. Bien que j'étais quand même un peu le vilain petit canard, puisque je n'étais ni membre du PSU, ni un UEC minoritaire, c'est-à-dire un ex-communiste. Emmanuel Zemmour, question volontairement naïve, après cette interview qui est truculente quand même. Est-ce que c'est possible d'être un vilain petit canard aujourd'hui à l'UNEF? Est-ce qu'il y a des gens de droite qui viennent vous voir et qui disent « moi je veux faire partie de l'UNEF aujourd'hui » ? Je ne sais pas si ça se manifeste en tant que des gens de droite qui viennent dans l'UNEF en tant que tel. Il y a des étudiants, tout simplement, qui vous devez le sentir quand même. Il y a des sensibilités. Évidemment, mais évidemment que l'UNEF est plus proche du camp progressiste que d'un camp qu'on pourrait dire conservateur, ne serait-ce que parce qu'elle défend les étudiants. Et il y a quand même, c'est presque une tautologie aujourd'hui, d'expliquer que défendre les intérêts directs des étudiants, évidemment, on ne se situe pas vraiment dans le camp des conservateurs, même si la logique syndicale veut que à l'UNEF, on puisse rassembler l'ensemble des étudiants dans un but commun qui est de défendre leurs intérêts et avec tous les interlocuteurs quels qu'ils soient. Justement, je reviens, c'est pas de ma part une lubie, mais je reviens quand même à l'élection présidentielle qui a lieu dans un an. J'imagine qu'en ce moment, vous faites du lobbying auprès de tous les partis politiques. Comment ça se passe ? Alors du lobbying, je ne sais pas si on peut... Vous allez présenter vos propositions ? Je pense que nos propositions et notamment les attentes des jeunes, c'est ce qui fait aussi que cette élection sera, à mon avis, particulière, c'est que les attentes des jeunes aujourd'hui, et des étudiants en particulier, sont connues. Depuis longtemps. On n'a pas beaucoup de travail pour essayer de faire comprendre quelles sont les attentes des jeunes. Dites-les-nous quand même, vos attentes, c'est intéressant. On a vu depuis une dizaine d'années beaucoup de mobilisations de jeunesse qui ont exprimé beaucoup de choses. Et moi, je vois plusieurs inquiétudes. Une inquiétude évidemment sur la question de l'université, de la démocratisation de l'université. Aujourd'hui, on est dans une situation où beaucoup de choses bougent dans le milieu universitaire et où on a le sentiment, en tout cas quand on regarde de l'extérieur, l'université qu'elle peine à remplir son rôle d'ascenseur social. Et donc oui, l'université comme ascenseur social, comment on ouvre les portes et les fenêtres de l'université à l'ensemble des publics pour pouvoir faire accéder chacun à une formation et à un diplôme de qualité et donc à une bonne insertion professionnelle, ça évidemment c'est quelque chose qui pèse très lourd dans le conscient chez les jeunes. Et la deuxième chose qui est très ressentie, qu'on a ressenti encore plus fort à la fin de l'année 2010, c'est la question de l'emploi des jeunes évidemment, qui est une question qui revient sur le devant de la scène régulièrement depuis les années 70. C'est encore là, pas un problème nouveau. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous réclamez par exemple, si aujourd'hui tous les différents responsables de la branche jeunesse des partis politiques vous écoutez, qu'est-ce que vous leur dites? On voudrait quoi? Alors, deux choses, tout simplement. D'abord, la garantie d'un droit aux études pour tout le monde. Un droit aux études, ça veut dire que financièrement, tout le monde doit pouvoir accéder à l'université. Mais c'est pas un système de bourse, ça, tout simplement? Nous, on appelle ça une allocation d'autonomie, c'est-à-dire le fait de pouvoir conditionner la formation, donc pour avoir une formation avec une allocation d'autonomie qui permet de couvrir les besoins financiers des étudiants tout au long de leur formation,
Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la question financière, qui est une vraie barrière aujourd'hui, il existe une vraie barrière financière à l'entrée des études, mais au-delà de ça, la question d'une allocation d'autonomie, c'est la question de la reconnaissance du rôle social de la jeunesse. Et c'est là mon deuxième point sur ce qu'on doit entendre aujourd'hui dans la parole des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de droits, c'est-à-dire ils ont besoin que l'on reconnaisse que le fait d'être jeune aujourd'hui remplit un rôle dans la société, remplit un rôle de se former pour pouvoir être plus productif demain, de transmettre un savoir, d'acquérir un capital culturel. On parle beaucoup de patrimoine, et bien le patrimoine il se partage aussi à travers la jeunesse, et donc on a un rôle social à remplir, et c'est de reconnaissance de ce rôle social qu'ont besoin les jeunes aujourd'hui. Catherine Tasca, est-ce que vous avez l'impression justement que les partis politiques écoutent les jeunes ou qu'ils les découvrent à chaque fois, à chaque campagne électorale en se disant tiens, au fait, il y a des jeunes, il faut qu'on mette deux ou trois mesures dans notre programme? Plus personne ne peut faire semblant de découvrir parce que, effectivement, depuis des années, on connaît cette attente et ces revendications. D'autant que, j'ajoute à ce qui vient d'être dit, il y a une situation matérielle qui démarre d'ailleurs dès le lycée, qui est de plus en plus difficile. Moi, je connais dans mon département, dans certains lycées, un très grand absentéisme par fatigue pour des lycéens qui, en fait, ont un petit boulot. Parce qu'ils ont besoin d'alimenter financièrement leur famille. Donc ça, c'est un problème qui s'est aggravé, comme s'est aggravée toute la situation sociale des Français aujourd'hui en termes de niveau de vie. Donc aucun parti aujourd'hui ne peut prétendre découvrir ça. Maintenant, il faut apporter des solutions. Il y a un autre problème criant qui est celui du logement. Ça fait partie de cette quête d'autonomie. Oui. Et donc, dans nos projets, le logement qui est une priorité inclut évidemment le logement des étudiants, parce que sans toit, il n'y a pas d'études possibles, sans toit et sans ressources. Valérie, est-ce que vous avez, vous, le sentiment qu'effectivement les partis politiques écoutent les jeunes de l'UNEF, par exemple, ou est-ce que c'est uniquement cosmétique, qu'on les écoute juste quelques mois avant? Je suis désolée, je trouve ça parfois très cosmétique, oui. C'est-à-dire que, effectivement, toutes les réponses publiques qui ont été apportées à la situation des jeunes et qui les a régulièrement mis dans la rue ont été des réponses signalant encore plus qu'ils sont vraiment des jeunes. Tous les contrats étaient des contrats précaires, moins bien payés, dont les droits à la formation n'ont pas été respectés. On a eu de multiples exemples comme ça où les jeunes ont systématiquement été traités différemment. Et pas en valorisant leurs différences, mais plutôt en renforçant leur précarité. Ouais. Or, on sait que l'intégration sociale et économique, c'est-à-dire l'installation, l'acquisition de l'indépendance, qui permet donc de payer un enfant, n'importe quoi, un logement. Un logement et d'avoir un enfant dans l'ordre. On laisse les différentes étapes de la vie. Aujourd'hui, nos dispositifs publics les freinent. C'est-à-dire, on fonctionne à l'envers de l'installation des jeunes, de l'entrée dans la vie adulte, en fait. Donc, ça, c'est un vrai problème. Nos mesures publiques vont complètement à l'envers du discours qu'on dit tenir sur les jeunes et de la prise en compte des jeunes. Emmanuel Zemmour, je crois que vous demandez aussi, vous, très clairement, qu'il y ait un système d'aide, alors vous allez l'expliquer beaucoup mieux que moi, pour la recherche du premier emploi. Juste avant la démarche premier emploi, pour rebondir quand même sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est très important. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le problème des jeunes, ou les problèmes que rencontrent les jeunes en tout cas, ils sont ressortis de manière régulière dans le débat public. Le seul problème, c'est que depuis les années 70, la seule réponse qu'on leur a apportée à chaque fois, c'était un peu plus de stigmatisation. Et ça a été vécu exactement comme ça. Et aujourd'hui, la question du chômage des jeunes. Pourquoi les jeunes sont dans une situation, et je vais venir justement sur l'aide à la recherche au premier emploi, qui doit permettre aux jeunes de ne pas être sans ressources sur le marché du travail à la sortie de leurs études. Concrètement, dites-nous. Concrètement, c'est une aide financière qui permettrait à l'ensemble des jeunes qui sont en recherche d'emploi, en insertion, de ne pas avoir à accepter le premier job précaire venu qui n'est pas en lien avec leur qualification. De pouvoir attendre 3 mois, 6 mois pour trouver un bon job, je dis ça, entre guillemets. Pourquoi
pourquoi je dis ça là-dessus, c'est que le chômage des jeunes, il faut bien l'analyser, il faut bien comprendre d'où est-ce qu'il vient, et il vient en partie justement de l'ensemble des réponses spécifiques qui ont été apportées depuis les années 70. Aujourd'hui, quand on est un jeune, je prends le cas d'un jeune, je sais pas, un jeune diplômé en licence de droit, qui sort de l'université et qui arrive sur le marché du travail. Comment ça va se passer pour lui l'insertion professionnelle? L'insertion professionnelle, ça va être tout simplement d'aller faire un stage dans un cabinet de conseil juridique, aller un deuxième stage, payé au lance-pierre ou pas payé du tout, quand ils sont très courts. Puis ensuite une période de chômage, et donc là on a une période de chômage évidente, puis ensuite un CDD de 2 mois dans un cabinet d'avocat, puis une autre période de chômage, puis un CDD de 3 mois, et ça va s'enchaîner comme ça jusqu'à ses 27, 28, 29 ans. Et donc toute cette période-là qui existe aujourd'hui, pendant laquelle on vit un véritable bizutage social, c'est un sas de précarité dans lequel on s'est fait enfermer depuis les années 70, où on a essayé d'expliquer que les jeunes, pour trouver un emploi, il fallait faciliter les conditions d'embauche, ou alors alléger un petit peu les contrats pour employer des jeunes. Eh bien, aujourd'hui, c'est ça que les jeunes payent en étant dans une situation jusqu'à 27 ans où on ne peut pas faire d'emprunt, on doit encore habiter chez ses parents ou leur demander de l'argent de poche, on ne peut pas faire de projet de vie, et donc cette période-là s'allonge de plus en plus avec la crise. Vous parlez de ça, de précarité, hein, l'expression est très intéressante. Est-ce que objectivement, j'allais dire qu'ils soient de l'UNEF ou pas d'ailleurs, tous les jeunes que vous côtoyez ont le sentiment qu'ils auront une vie moins facile que celle de leurs parents? Je pense que c'est un... Allez-y, tous, je vous en prie, parole libre. La sociologue a parlé, mais je pense que le sentiment du déclassement, c'est évidemment un sentiment qui est très partagé. Axel Nicolas, allez-y. Tout le monde autour de nous a peur de demain. On ne sait même pas si on aura un demain. Même dès 16 ans, dès 15 ans, on ne sait pas si demain on aura un emploi. On ne sait pas même pas si on pourra avoir des études supérieures, si on pourra en faire, si on aura l'argent. Et on en arrive parfois aussi à travailler pour tout simplement vivre au lycée. Donc oui, évidemment, on a peur de demain. Valérie Becquet, Catherine Tasca. C'est très clairement dit. Je veux dire, en plus, on est dans un modèle français où la relation entre les études et l'emploi, elle est déterminante. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont angoissés aujourd'hui par les études qu'ils veulent choisir. On le voit par exemple sur les lycées professionnels avec les orientations négatives et où ils ont l'impression de... Orientation négative, c'est qu'ils choisissent une filière parce qu'il y aura un job au bout. Ils se retrouvent au lycée professionnel sans nécessairement aimer les études qu'ils font et du coup ils décrochent et donc ils finissent sans diplôme. Donc on les met dans des espèces de tunnels comme ça, tout ça parce que derrière ils se disent faudra que je trouve un emploi. Donc on a une suite de mauvaises orientations, d'échecs, etc. Et c'est comme ça qu'ils commencent leur parcours. Et ensuite avec des situations de précarité qui cassent la confiance aussi qu'on a en soi, des exigences de compétences qui sont quand même et d'expérience qui sont fortes même quand on est jeune. Oui, c'est-à-dire que même quand on a 18 ans, qu'on va demander un stage, maintenant il faut un CV long comme une feuille. Oui, c'est-à-dire que c'est complètement paradoxal. Et tout ça est pensé quand même par des générations qui ont connu des conditions d'emploi nettement plus favorables et qui semblent imaginer que ça fonctionne comme de leur temps. Mais aujourd'hui, ça fonctionne pas du tout comme de leur temps. Ils se rendent pas compte. Je pense qu'ils savent lire les journaux. Il y a quand même des sociologues qui en parlent. Donc, je sais pas. Peut-être qu'ils sont complètement sourds à tout ça. Mais en l'occurrence, ils renforcent cette situation. Ils créent des malentendus générationnels. Et après, si on en revient au champ politique, tout ça s'exprime tout simplement. Catherine Tasca. Oui, non, sur le sas de précarité qui est le vrai problème, comment on passe d'une formation à l'entrée réelle dans la vie active. Juste une petite note tout de même positive, il y a eu des mesures qui ont eu un effet réel. Les emplois jeunes ont permis, 80% des gens qui sont passés par les emplois jeunes ont débouché sur des emplois, sur des contrats de durée indéterminée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Parti socialiste reprend sous une autre forme cette idée. Vous avez l'impression que ça n'était pas stigmatisant dans le mauvais sens du terme, que c'était plutôt un pied à l'étrier. Je pense, moi, que c'était un pied à l'étrier à la condition de déboucher ensuite sur un emploi durable, ce qui, je le répète, a été le cas dans beaucoup de situations. Le souci aujourd'hui, compte tenu de l'état de l'économie, ça n'est pas le secteur public qui peut à lui seul fournir ces emplois, ce sas entre les études et la vie active. Donc il y a tout un travail à faire pour trouver dans le secteur économique viable ces emplois et les soutenir, ce qu'un État déterminé pourrait faire. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission, on va juste faire un tour de table. Moi j'ai été frappée de savoir par exemple que vous, Axel Nicolas, vous étiez dans les manifestations contre la réforme des retraites. Vous avez 16 ans, vous en aviez peut-être 15 à l'époque, et vous étiez déjà dans ces manifestations-là. C'est quoi? C'est
cette peur de l'avenir qui s'exprimait au travers de ces manifestations? C'est cette peur, je pense que la peur vis-à-vis de la réforme des retraites, c'était pas juste une peur de finir à 65 ans, à 67 ou à 62, c'était surtout de même pas peur d'avoir un emploi, même peur d'avoir de ne pas avoir d'emploi, pardon. C'est que c'était vraiment un mécontentement global. C'était vraiment les jeunes qui ne savent pas ce qu'après le lycée on aura. Et je pensais à ce que disait Madame, c'est très juste que dès le départ, il y a un problème, dès le choix de l'orientation. C'est pourquoi que l'UNL présentera très bientôt des revendications sur la voie professionnelle, cette voie qui est en plein dans l'orientation subie et non pas l'orientation choisie. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Valérie Becquet, qui vraiment observait cette citoyenneté juvénile, puisque c'est comme ça que vous l'appelez, que d'ici à la présidentielle, dans un an, il peut y avoir des mouvements importants de jeunes, des jeunes qui descendent dans les rues, comme on a pu le voir dans le passé, et qui font un peu basculer des campagnes? Eh bien, cela dépend d'une part de ce que fera le gouvernement dans les mois prochains. On ne sait pas ce qui va sortir de son chapeau et qui pourrait générer une mobilisation chez les jeunes. Mais est-ce que vous sentez une effervescence, on va dire? Écoutez, cette campagne, éventuellement, au regard de tout ce qui est dit autour de la présence de Marine Le Pen, peut-être peut générer des mobilisations. Mais je ne sais pas, je lis pas dans la boule de cristal et très honnêtement, cette campagne, elle peut être très vivante, comme à nouveau très plan-plan, et comme la campagne des cantonales où finalement on a... C'est une présidentielle quand même. Hein. Oui, c'est une présidentielle, donc ça mobilise davantage. Mais on se rend compte que les campagnes sont quand même de plus en plus ratées et qu'on parle plus des primaires ou des bisbilles entre les personnes que des idées, que les bisbilles entre les personnes ne mobilisent pas les jeunes et ne mobilisent pas les électeurs en général, au contraire démobilisent les personnes. En fait, qu'on soit sur une campagne d'image, et même que les, entre guillemets, seniors pensent que les jeunes sont friands d'une campagne d'image, alors qu'en fait, ils sont friands d'une campagne de fond. Ah, je pense qu'ils sont friands, comme tout citoyen, que d'élire une personne qui défende un certain nombre d'idées plutôt que, je ne sais pas, une image. Oui, non, mais vous savez, on dit souvent, hein, c'est la génération des écrans, c'est la génération du tactile, etc. Ça, c'est faux. Et peut-être que le monde politique a le tort de les réduire. Oui, mais c'est une manière de faire croire aux personnes qui peuvent avaler n'importe quoi. Or, c'est absolument faux. Les jeunes générations et d'autres générations sont quand même très informés, sont quand même éduqués, et donc ils ont un regard quand même qui peut être critique, et je ne pense pas qu'ils acceptent d'entendre n'importe quoi aujourd'hui. Il faut la prendre comme avocate, hein, elle est pas mal. Hein. Catherine Tasca, justement... Je pense qu'ils sont très disponibles pour une mobilisation, y compris dans cette campagne, à la condition qu'on ne leur demande pas d'être les fantassins pour des thèmes choisis par d'autres, mais quand on les entend, on voit qu'ils ont un certain nombre de projets réels, concrets, et je dirais que ils sont aussi une chance pour cette campagne. S'ils formulent eux-mêmes fortement leurs attentes, leurs solutions, ils sont capables de réfléchir tout autant que les générations qui les ont précédés, ils peuvent devenir en partie animateur de la campagne. Emmanuel Zemmour, dernière question pour terminer ce débat. Est-ce que effectivement l'émergence de la personnalité de Marine Le Pen peut susciter un engagement plus fort de la part des gens qui sont à l'UNEF ou qui pourraient rejoindre l'UNEF? La présence de Marine Le Pen, là, dans le paysage politique en tout cas, c'est peut-être au second tour. C'est évidemment quelque chose qui nous interpelle, qui a interpellé une génération militante. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans l'engagement aussi après le 21 avril 2002. Axel le disait tout à l'heure. Mais au-delà de ça, il y a une volonté quand même sur l'extrême droite, puisque c'est cela qu'on parle, de ne pas attendre un 21 avril possible pour se mobiliser. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent aussi dans la jeunesse, la volonté de ne pas juste avoir à manifester au cas où on est un 21 avril à l'endroit, à l'envers ou dans n'importe quel sens, mais évidemment de se prémunir contre une possibilité d'avoir l'extrême droite qui prenne de la place dans le paysage politique, puisque c'est toujours parce qu'on ne met pas les bons problèmes sur la table que l'extrême droite arrive en force par la petite porte. Merci à vous tous vraiment d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Benoît Duquesne pour un nouveau numéro du Docu-Débat consacré cette fois au quartier de la Défense. Rien à voir avec le débat d'aujourd'hui. Excellente fin de soirée sur Public Sénat. Merci, bonsoir.